сестер, которые находятся, It's very dangerous. которые пришли. В первую очередь может повториться. Fuck le LGBT. Убейте меня! Pucaj mi! Russia is really dangerous and terrorist country. Je suis Maxime Alexandrov, plus connu sous le nom de La Menace sur les réseaux. Et voilà, j'ai 23 ans. J'ai débuté en faisant des caméras cachées sur Internet. Je savais qu'il y avait un vrai marché dedans, avec un concept qui n'avait pas été fait auparavant en France. Et c'est comme ça que j'ai créé une audience. Et au fil du temps, j'ai décidé de changer de voie, si on peut dire, pour les élever, en fait, constatant les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans notre société. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas dire que je fais des caméras cachées. Enfin, je ne me présente plus comme étant quelqu'un qui fait des caméras cachées. Les caméras cachées que tu faisais, donc les pranks, parfois allaient très loin, ce qui t'a valu notamment certains problèmes juridiques ou même de censure de la part de YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage ? La censure, en fait, c'est intéressant parce qu'on l'a eu assez rapidement. Et on l'a eu alors que d'autres chaînes qui étaient plus friendly dans leur façon d'être ne l'avaient pas, en fait. C'est que nous, on faisait certes des caméras cachées un peu hard sur certaines vidéos, mais globalement, c'était explicite que c'était des gags, quoi. C'était pas sérieux, on se prenait pas au sérieux quand on faisait certaines vidéos. Et néanmoins, on a eu cette censure. Donc, moi, il y a des collègues qui m'ont dit que c'était sûrement par rapport au fait qu'en fait, rien que le personnage était un peu trop masculin, c'était un peu trop... j'incarnais pas, en fait, ce que YouTube mettait en avant et met en avant jusqu'à aujourd'hui, quoi. J'incarnais pas ce truc un peu fragile, quoi, qu'aujourd'hui, qui est en tendance, quoi, je dirais. Tu penses que la société aujourd'hui a peur de la violence, a peur d'un homme violent ? Alors, je pense que la société, elle aime la violence, mais en même temps, elle en a peur, en effet. Mais ça les intéresse, c'est ce qui captive, c'est ce qui retient l'attention. Et
je dirais ce sont des bons spectateurs, mais ce ne seront pas de bons acteurs si jamais la violence s'installe vraiment face à eux, quoi. Tu penses qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas prêt à faire face à la violence? Ça m'étonnerait, parce que rien que si on voit les émeutes qu'il y a en ce moment, si on voit comment les gens s'enferment chez eux, ne font rien pour contrer cela, et tout simplement quand on entend une femme qui se fait agresser dans la rue, je suis désolé, mais si les hommes étaient un peu plus aptes à faire justement face à cette violence, ces problèmes n'arriveraient pas. Vous faites les mêmes genres d'émeutes, entre guillemets, je sais pas moi, en Tchétchénie ou à Moscou, je pense que ce n'est pas la police qui se chargerait d'eux, c'est le peuple qui le ferait, en fait. C'est les mecs qui seraient là et ils les remettraient à leur place tout de suite, d'eux-mêmes. Ce genre de valeurs masculines, c'est ce que tu promeux avec ton projet, ton nouveau projet qui s'appelle Alpha. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce projet? Alpha, en fait, on l'a lancé il y a on a lancé ce projet il y a quelques mois maintenant. Le but, c'était de réunir, parmi la communauté que j'avais créée avec les caméras cachées, de réunir les personnes qui étaient les plus éveillées sur justement ce sujet de masculinité, sur ce sujet de décadence. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a énormément de personnes qui partagent ces idées, qui partagent ces valeurs, mais qui ne veulent pas le dire ouvertement. Et oui, le but était de réunir ces gens-là, et figurez-vous qu'il y en avait pas mal quand même dans notre audience. À savoir qu'on a une audience d'à peu près un demi-million de personnes sur YouTube. Et je dirais que il y a la grande majorité qui a suivi le projet et qui partage complètement les idées, quoi. Donc voilà, le projet, c'était simplement de réunir des gens. Est-ce que ce changement de cap, en tout cas de matière sur la chaîne, était compliqué, puisqu'effectivement, tu as une grosse audience sur YouTube, est-ce que c'était compliqué de réussir à la transformer et de l'orienter sur ce nouveau projet? Je pense qu'à chaque fois que vous changez un peu de voix ou que vous changez le style de votre contenu, forcément, il y a de la déperdition. Il y a des gens qui ne suivront pas parce qu'ils ne sont pas intéressés ou parce que tout simplement, ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Mais je trouve que le changement s'est fait en toute fluidité et il n'y a pas eu de gros, comment vous dire, de gros bad buzz, il n'y a pas eu de grosse indignation de la part de la communauté, non. Il y a même eu, en fait, l'inverse. C'est-à-dire que des tonnes de messages de soutien, énormément de personnes qui disaient que, voilà, elles savaient depuis le début que j'avais ce genre de valeurs et elles sont contentes qu'aujourd'hui, on les met au grand jour, on met le projecteur dessus et qu'on va dans cette direction. Et quelles sont ces valeurs, justement? Les valeurs traditionnelles, je dirais, c'est en un mot, des valeurs conservatrices. Voilà. Au sujet des hommes, au sujet des femmes, le rôle que doit avoir un homme dans un foyer, le rôle que doit avoir la femme avec laquelle il va faire sa vie. Toutes ces valeurs-là qui aujourd'hui finalement se perdent. Quels sont ces rôles selon toi, justement? Le rôle d'un homme, pour moi, c'est simple, c'est le protecteur. Le protecteur d'un foyer, celui qui va assurer la sécurité non seulement physique, mais aussi financière de son foyer. Celui qui va prendre soin de sa femme, de ses enfants, en leur assurant un avenir. Et à l'inverse, bien évidemment, le rôle de la femme sera de prendre soin de son mari en essayant d'être son pilier mental à la maison, d'élever ses enfants, tout simplement d'habiller son mari, de lui repasser les chemises, de faire à manger, de faire la vaisselle. Et vous savez, on me dit tout le temps, oui, mais une femme, on peut la remplacer, non? On peut prendre une femme de ménage pour ça. Elle a qu'à aller travailler. Tu peux prendre une nounou. Mais où est alors la beauté d'un foyer si on prend une nounou, si on remplace notre femme par d'autres qui seraient là juste pour une compensation financière? Moi, à titre personnel, je ne trouve pas ce système tout simplement beau, en fait. Je ne le trouve pas intéressant de ce point de vue-là. Parce qu'on peut tout acheter. Techniquement, je peux aller voir des prostituées si j'ai envie de faire l'amour. Mais c'est pas mes valeurs, quoi. Je veux que ce soit ma femme qui s'occupe de moi, je veux que ce soit ma femme qui élève mes enfants, et je veux être là pour elle. Pour moi, c'est comme ça que fonctionne un foyer durable et stable. Et l'inversion des rôles, pour toi, elle n'est pas possible? Impossible. Dans mon cas, je ne peux pas. On me pose souvent la question si une femme gagne plus que toi. Ça me rendrait inconfortable. Je me sentirais pas bien dans mes baskets, ouais. Tu penses que ces valeurs que tu défends sont en perdition aujourd'hui en France? Tout à fait, bien sûr. C'est des valeurs qui sont en perdition parce qu'aujourd'hui, on prône l'égalité homme-femme sur plein d'aspects, alors que biologiquement, de base, nous ne sommes pas égaux. Biologiquement, si on regarde tout simplement notre corps. Ensuite, si on regarde notre façon de fonctionner,
les places dans la société, les rôles au sein d'un foyer. Pareil, on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes prédispositions. Et c'est biologique, en fait. C'est des millions d'années d'évolution et qui ont fait qu'on a ces algorithmes biochimiques dans notre cerveau qui font qu'on est prédestiné soit à faire ceci, soit à faire cela en fonction de notre sexe. Donc aujourd'hui, vouloir inverser ces rôles en crachant sur ces algorithmes biochimiques, pour moi, c'est du nonsense. Pour toi, cet algorithme biochimique ou biologique, comme tu dis, est plus important que la construction sociale? Pour moi, il va de pair, en fait. C'est que c'est intimement lié. Moi, j'écoute les algorithmes biochimiques dans mon cerveau, j'écoute ce que me dit mon instinct. Je prête attention à mes désirs, à mes pulsions, à mes envies, et c'est ainsi que je fonctionne, ouais. Mais si ces valeurs sont en perdition, lesquelles sont promues, selon toi? Celle de décadence, celle de démasculinisation des hommes, de paix. En fait, il faut réagir en tendant la joue à quelqu'un qui va vous frapper votre femme. Vous l'encouragez à le faire encore plus. Le fait de ne pas savoir se défendre, le fait de se faire petit, ne pas être quelqu'un d'ambitieux. C'est ce genre de valeurs. Un homme ne doit plus faire de l'argent, un homme ne doit plus être fort, un homme ne doit plus savoir se battre. C'est limite ça qu'on ressent à travers un peu tout, en fait. Ça part de l'enseignement, de l'éducation nationale, les films, les séries télé, la musique, tout, en fait. Partout où je vais, je vois cette propagande anti-masculine, en fait, tout simplement. Et tu penses qu'aujourd'hui, il y a une vraie promotion d'État qui veut détruire ces valeurs? Si on en juge les pubs qu'on voit dans les abribus, par exemple, oui. Si on en juge plein de choses, c'est tout à fait le cas. Même moi, à titre personnel, vous voyez, j'avais été contacté par un réalisateur de films qui m'avait proposé donc un projet. Bon, c'était un petit, si vous voulez. Et à ce moment-là, j'avais vraiment pas le temps, donc j'ai pas trop pu accepter son offre. Mais il m'avait expliqué que lui, il a travaillé avec des grands réalisateurs tels que Luc Besson et d'autres. Et il m'avait parlé du fait qu'il avait entendu parler de mon nom, que d'autres réalisateurs disaient oui, ce gars-là, il pourrait faire du cinéma, ça serait cool qu'on voit en fait ce qu'on pourrait faire avec lui. Mais finalement, personne n'avait décidé de me contacter ou quoi par rapport à ça, parce que j'étais trop entre guillemets viril, j'étais trop masculin et je n'incarnais pas en fait le petit blanc tout frêle qu'eux aujourd'hui ils cherchent à mettre en avant en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films aujourd'hui, les rôles des hommes sont généralement ceux des tapettes en fait. Je vois rarement des hommes qui imposent, ou alors c'est ceux qui ont déjà vraiment le nom des gars comme Statham ou je sais pas. Voilà, il y en a plein en fait, mais ils ont déjà leur nom, ça fait des années qu'ils sont là, mais il n'y en a pas beaucoup des nouveaux qui s'imposent, comme par exemple Alain Delon à l'époque, ou Bébel, des mecs comme ça. Aujourd'hui, c'est comme si on essaie de les éviter au contraire, parce que ça ne les arrange pas de mettre des gars comme ça en avant. Eux, ils préfèrent mettre des mecs qui sont tout frêles, qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas cette masculinité qui émane. Donc, même moi, à titre personnel, j'ai pu le voir dans des petites sphères telles que le cinéma, tout simplement. Tu penses que tu as subi une sorte d'exclusion sociale par rapport à ce que tu prônes comme valeur? Je pense que oui, mais d'un autre côté, il y a quand même une communauté qui s'est créée autour tout simplement de la menace au début, maintenant du projet Alpha. Donc, quelque part, les gens, ils soutiennent. Donc, j'ai le soutien individuel des personnes. Mais si on parle du système, globalement, non, je n'ai pas le soutien. Les algorithmes ne sont pas de mon côté. On sent un réel shadow ban de la part des réseaux sur lesquels on exerce. On n'a jamais été contacté par des grandes radios ou des grandes émissions pour faire des interviews, pour parler de nos projets. On n'a pas été contacté par des entreprises, entre guillemets, d'État pour nous développer. Donc, ça, c'est sûr qu'on n'a eu aucun soutien de leur part et j'en ai pas besoin. T'es homophobe? Non. J'ai peur de qui? Vous pensez vraiment que j'ai peur de quelqu'un? Je m'attendais à ce que tu dises autre chose, vraiment, pour le coup. Je m'attendais à ce que tu développes un peu, tu m'as dit non. Non, je suis pas homophobe. Après, pour moi, c'est une question qui est tellement...
tellement simple et bête. Hein. Je ne remets pas en question votre travail, mais pour moi, c'est bête, parce que cette question, c'est vrai qu'on la pose souvent. Est-ce que vous êtes homophobe? Est-ce que vous êtes raciste? Alors qu'en fait, la personne qui pose cette question est complètement à côté de la plaque, et souvent, c'est elle qui, au fond d'elle, a ce genre d'idées, et elle essaye de les projeter sur les autres pour s'en débarrasser elle-même. Si aujourd'hui si aujourd'hui je critique certains lobbies, ça ne veut pas dire que j'en ai contre les personnes qui sont de telle orientation ou qui sont de telle idée ou quoi. Moi, je critique, entre guillemets, la propagande qu'il y a autour de ça. Parce que pour moi, oui, elle est néfaste. Elle est clairement néfaste pour la société. C'est clairement amoral, tout ce qui se fait aujourd'hui dans les écoles, tout ce qui se fait, ne serait-ce que sur, je sais pas, sur les sites de rencontres. On m'a montré une pub sur une application de rencontre où il y avait deux hommes qui s'embrassaient et il y avait marqué « Pourquoi ne pas tester ?» Je trouve ça amoral. Pour moi, c'est de la propagande qui vise à clairement modifier une société, la modeler à cette décadence en fait qui vient d'en haut. Et je trouve que c'est juste cracher sur le travail qu'ont fait toutes les générations avant nous, tout le sang qui a été versé par nos ancêtres, c'est cracher dessus en fait. Ouais. Faire ça, c'est... Est-ce que tu penses que tout ce qui relève de la sexualité devrait rester dans une sphère privée, ou du moins dans une sphère de rapport entre un parent et un enfant, et c'est pas à la société de s'en mêler? Oui. J'ai été marqué quand, en cours de biologie, lorsque j'avais seulement 13 ans, on nous apprenait à mettre des préservatifs sur des bananes. J'en avais parlé dans une vidéo. Pour moi, à 13 ans, vous devez apprendre tout sauf cela. Puisque je pense que l'argument de dire oui, mais c'est pour la préserver, vous savez, les filles de tomber enceintes, etc., puisqu'à cet âge-là, on a les premières règles. Pour moi, une fille à 13 ans n'a pas à avoir de rapport sexuel avec un garçon. Ce n'est absolument pas une société saine. D'apprendre à des gamins, déjà à cet âge-là, ce que c'est que le sexe, ce que c'est que la contraception, etc. Pour moi, en effet, c'est le rôle d'un parent, à la limite, d'initier, et pas à 13 ans. Voilà, ça peut venir à un certain âge, mais pas à cet âge-là, quoi. Mais après, ça, c'est un détail. Il y a plein d'autres choses qui gangrènent un peu la jeunesse, qui la pervertissent, ne serait-ce que le porno, l'accès très facile à plein de contenus très sexuels, les musiques. Il y a des gamins qui aujourd'hui sont fans de chanteurs qui, dans leurs textes, ne font que parler de sexe, que parler de luxure. Et les parents s'en foutent, en fait. Les parents, ils mettent ça à la radio, ils allument à fond. Tiens, mon fils écoute. Tiens, ma fille, ouais, t'aimes cet artiste? Ouais, c'est cool. Moi aussi, je l'aime bien. Alors que quand vous lisez, quand vous regardez les textes, c'est complètement amoral. C'est à des années-lumière de ce qu'on pouvait avoir il y a 20, 30 ans, quoi. Tu es très critique envers la société, mais j'ai l'impression qu'aussi sur le rôle des parents, est-ce que tu penses que les parents aussi, aujourd'hui, ont abandonné leur rôle? Pour moi, les relations entre les parents se sont un peu troublées dans le sens où, pour moi, un parent n'est pas un pote. Je ne vois pas mon père comme mon gars à qui je vais faire un check ou avec qui je vais aller fumer des joints. Bon, déjà, je ne fume pas de joints, mais c'est une façon de... Mais j'avais fait une vidéo, par exemple, avec mon père, où je l'avais présenté, et en le voyant, je lui serre la main. C'est comme ça, moi, je serre la main à mon père. Dans les commentaires, par exemple, il y a eu des personnes qui ont dit « Ah, c'est fou, il serre la main à son père, on sent comme s'ils étaient des collègues, limite, comme si c'était une relation professionnelle entre eux. » Oui, je serre la main à mon père. C'est une forme de respect, c'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça que lui a été éduqué. C'est les vraies valeurs traditionnelles dont on parlait au début. C'est une forme de respect très profond, en fait, que j'ai par rapport à mes parents. C'est tout simplement... que je ne les vois pas comme des amis ou comme des gens à qui je peux me permettre de parler, de mal parler. Voilà. Donc, oui, les parents, ils sont pour beaucoup aussi dans cette décadence, mais après, il ne faut pas oublier qu'eux-mêmes, ce sont les enfants des 68 arts, ce sont les enfants... eux-mêmes, ça a commencé déjà à leur époque. Donc, ils ne sont que le fruit de cette décadence programmée, en effet. Et toi, quelle était ta relation avec tes parents? Comme je l'ai dit, de respect. J'ai un profond respect envers mon père, envers ma mère. J'essaye d'être
un enfant présent, j'essaie de leur montrer que je suis devenu un homme, que je suis devenu quelqu'un. Je ne me permettrai pas, par exemple, de fumer devant mon père. Bon, je ne fume pas non plus, hein, mais par exemple, une fois, bon, avant je fumais il y a quelques années, et une fois mon père m'avait vu, et vous savez, j'avais tellement honte que j'ai failli m'enfoncer sous la terre, comme on dit en Russie, c'est une expression. Et en fait, il n'y a pas que ça. En fait, il y avait plein de moments dans ma vie où je me sentais, vous savez, inconfortable si jamais mon père voyait ça ou si jamais, voilà, parce que pour moi, c'est important que, voilà, qu'on ait une relation très, comment vous dire, respectueuse et conservatrice sur plein de points. Donc, c'est des valeurs que tes parents t'ont inculquées, justement, ce conservatisme? Oui, mais je pense que si on montre la façon dont j'ai été éduqué à une personne lambda, ils vous diront oui, mais c'est un scandale, il faudrait porter plainte, ça va pas du tout. Alors qu'au final, c'est comme ça que fonctionne la société à l'Est, du moins, et dans le monde entier, en fait. Hein, dans le monde entier, ça fonctionne comme ça. C'est qu'en Occident et aux États-Unis, qu'il y a cette parentalité positive qui donne des espèces d'endives qu'on a dans la rue qui marchent avec des sacs bio-organiques, qui vont acheter des bananes du marché du fair trade, là, vous savez. Enfin bref. Est-ce que justement, tu ne penses pas qu'il y a une rupture de valeur, en tout cas, sur l'éducation, entre, d'un côté, l'Est et le monde arabo-musulman, et l'Occident? Moi, je pense qu'il y a même plus de similitudes avec l'Est et le monde arabo-musulman que l'Est avec l'Occident. Alors que, quelque part, on est exactement la même population. Les Russes ne sont que les descendants des peuples nordiques et des Aryens, mélangés à des Khazars, etc. Enfin, on est tous, en fait, issus de la même espèce, de la même race, en fait. Et au final, avec le temps, vous voyez, on a beaucoup plus de similitudes avec les pays arabo-musulmans qu'avec nos frères, nos cousins, qui sont les Français, quoi. Après, moi, voilà, je suis français aussi, je suis français et russe, mais je pense que ma façon de fonctionner aujourd'hui, c'est triste de le dire, mais je pense que je dis que, voilà, je suis plus élevé à la russe. Mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, en France, c'était pareil. C'est juste qu'il y a eu cette machine en route bien longtemps qui a fait qu'aujourd'hui, c'est dire qu'on fonctionne à la française avec nos idées, c'est un peu se coller une étiquette qui ne me correspond pas. Justement, tu parlais d'un large soutien par rapport aux idées que tu véhicules aujourd'hui. Est-ce que tu ne penses pas qu'il existe une sorte, ce qu'on appelle la majorité silencieuse en France, qui est du moins d'accord avec toi, mais dont l'idéologie n'apparaît pas forcément, que ce soit dans les médias ou dans la médiatisation de l'État? Oui, on le voit. On le voit ne serait-ce que dans les commentaires que postent certaines vidéos sur YouTube des grandes chaînes de télé. Vous savez, quand elles relatent des faits, en prenant une position clairement un peu transparente, mais on voit que c'est orienté. On voit dans les commentaires que la majorité des gens, ils sont pas du tout d'accord avec ce que prônent les médias. Et bizarrement, souvent, ces vidéos, elles finissent par couper les commentaires, pour ne pas que les gens y voient que la majorité des gens ne sont pas bêtes. Et je le ressens aussi, dans le sens où le soutien qu'on a dans les commentaires, le soutien qu'on a avec, ne serait-ce que les likes, c'est tout bête, hein, mais ne serait-ce que le nombre de likes que font les vidéos qu'on poste par rapport au projet Alpha, par exemple, ils sont énormes, les statistiques sont folles. Et pourtant, les algorithmes ne mettent pas en avant ces vidéos comme elles mettraient en avant un contenu mainstream, décadent, tout simplement, qui a beaucoup moins de likes. Le ratio, par exemple, vous savez, nous, je dirais qu'on est à 15-20%, si on prend tout simplement les statistiques, 15-20% avec énormément de commentaires, plein de partages, etc. Normalement, si on se fie simplement à ces données-là, l'algorithme devrait propulser cette vidéo dans les tendances, devrait lui donner plein de visibilité, lui donner une très grande visibilité. Il ne le fait pas. Donc pour moi, c'est voulu, en fait, mais le soutien individuel est présent. Est-ce que la liberté ne tue pas la liberté? Le trop de liberté ne tue pas la liberté, plutôt? Pour moi, déjà, on vit dans un semblant de liberté. La liberté n'existe pas vraiment en France. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez parce que vous pouvez en perdre votre travail, vous allez perdre vos amis, vous allez vous faire mettre de côté par exemple, moi je prends le mien d'exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez subir la vague de la bien-pensance en pleine tête, quoi. Donc cette liberté n'existe pas vraiment.
vous pouvez même vous faire attaquer. Moi, je me suis fait attaquer sur des choses qui sont complètement absurdes voilà, qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est quoi un alpha? Un alpha, c'est un homme, un leader. En un mot, c'est un leader, un homme charismatique, qui assume ses responsabilités, qui a des objectifs, qui va de l'avant et qui ne se laisse pas faire. Qui dit alpha dit bêta. Est-ce qu'on peut tous être des alphas ou il y a quand même, quoi qu'il arrive, une sélection? Il y a une hiérarchie quand même. Dans la société, il y a une hiérarchie. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il est préférable d'être un alpha que d'être un bêta, forcément. Il y a quand même une question que je m'étais posée, à laquelle je continue de réfléchir jusqu'à présent, c'est à l'époque de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, quelque part, la proportion d'alpha était finalement énorme. Quand on regarde un peu, rien que vous regardez des photos de familles d'époque, vous voyez qu'ils ont tous des têtes d'alpha. Il n'y a pas un seul mec un peu frêle. C'était, je pense, une façon de fonctionner global. Tout le monde était, entre guillemets, un alpha, mais ils arrivaient à cohabiter, à coexister, et puis ça se passait bien. Il y avait aussi les bêtas, il y avait les omégas qui remplissent la niche la plus basse dans la hiérarchie sociale. Mais je pense qu'aujourd'hui, la proportion d'alpha est minime. En fait, c'est très simple d'être un alpha aujourd'hui. C'est quasiment, vous faites 2-3 trucs, c'est bon, vous faites la différence avec la majorité des gens autour de vous. Ne serait-ce que par l'habit, tout simplement. Vous mettez un costume, vous êtes déjà plus charismatique, plus un homme masculin que la grande masse grise qu'il y a autour de vous. Et en suivant cette logique, est-ce que l'alpha d'aujourd'hui n'est pas le bêta d'hier? C'est compliqué, je pense pas. Je pense pas que l'alpha d'aujourd'hui soit le bêta d'une certaine époque, parce que le but, c'est de rester un alpha, peu importe l'époque que vous traversez, puisque si à l'époque, ils étaient par exemple prêts à prendre les armes, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, un alpha ne doit pas être prêt à prendre les armes. Et ça, c'est d'ailleurs une caractéristique clé, pour moi, d'un alpha. C'est la capacité, comme je vous ai dit au début de cette interview, à protéger son foyer. Et de là, de par protéger, je dis à prendre les armes, à être prêt à se battre si jamais il arrive quoi que ce soit. C'est ça, c'est ça une des caractéristiques. Donc si l'alpha d'aujourd'hui n'est pas capable de faire cela, ce n'est plus un alpha en fait. C'est en effet le bêta d'une certaine époque, mais alors on ne parlerait pas du tout des mêmes termes. En confiant totalement sa sécurité et la sécurité de son foyer à l'État, est-ce que c'est une erreur selon toi? Ça dépend de quel État on parle. L'État français. L'État français, pour moi, en vue de tout simplement ce qui se passe aujourd'hui dans la rue par rapport aux derniers événements avec les émeutes, mais au-delà de ça, tout simplement l'insécurité qu'on a en France, bien sûr que c'est une erreur. Moi, je ne fais pas confiance à l'État concernant ma propre sécurité. Je n'ai jamais, par exemple, à titre personnel, appelé la police de toute ma vie. Si j'avais un problème, si je voyais qu'il y avait quelque chose où j'avais besoin d'intervenir, je le faisais moi-même et je le réglais tout seul. Je n'appelais pas la police. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'appeler la police parce que souvent, quand ils viennent, ils disent « Ah ben non, on ne peut pas intervenir. C'est contraire aux droits de l'homme. Ah non, mais on ne peut pas virer ces personnes de chez vous parce que la loi les protège. Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas frapper celui qui a agressé votre mère parce que là, vous savez, il est en train de partir et si vous le frappez, c'est plus de la légitime défense, mais vous aurez des problèmes. » Il y a tellement d'histoires comme une personne qui se fait clairement agresser donne une réponse. Et c'est elle qui se retrouve avec des peines encore plus lourdes que son agresseur. Donc c'est du nonsense, c'est pour moi complètement amoral. En fait, on marche sur la tête, quoi. Donc, le problème, est-ce c'est la police ou plutôt les lois de la République? Les lois. Je connais plein de policiers, je m'entends très bien avec la police. C'est des gens qui, eux, sont au service du peuple. Ils aimeraient faire bien, mais ils n'ont pas la possibilité. Ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent finir en prison parce qu'il y aurait soi-disant abus de pouvoir, il y aurait les droits de l'homme non respectés. C'est pour ça que malheureusement, non, c'est pas du tout un problème de police. Cela dit, il y a des policiers qui ne sont pas, avec qui je ne me suis pas entendu et qui ne sont peut-être pas bons au fond dans leurs valeurs, etc. Mais ils représentent pas tant que ça, finalement, par rapport à la masse globale qui, elle,
aimerait, en fait. Ça part d'un rêve de gosse, hein, souvent. C'est le gosse qui veut combattre les méchants et qui fait, voilà, qui va dans la police et qui, finalement, une fois confronté à la réalité, il comprend que ça va pas du tout. Il comprend que l'État n'est pas avec lui. Il comprend que le peuple n'est pas avec lui. Les gens, tout le monde crache sur la police, alors que finalement, c'est de l'hypocrisie, puisque quand eux, ils ont des problèmes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils appellent le 17. Donc, ils sont confrontés à ce monde, à cet environnement qui est contre eux. Et je ne suis pas étonné que certains, ça les décourage et qu'ils veulent même arrêter, ils veulent plus. Vous demandez n'importe quel flic, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Oui, j'aime, mais bon, à un moment donné, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, et du coup, ça fait qu'il y a de moins en moins de policiers. Du coup, les concours sont de plus en plus, de moins en moins sélectifs. Et j'ai vu de mes propres yeux des jeunes flics, donc des jeunes, où ça n'allait pas du tout dans leur façon de réfléchir. Ça écoute du rap, ça fume des joints, ça dit n'importe quoi. Donc en fait, je me dis, où va la France et où va la sécurité des Français? Dans 20 ans, quand vous verrez la tête des policiers dans la rue, je pense pas que... Enfin, je sais pas si vous auriez envie de les solliciter si vous avez un problème. Déjà qu'aujourd'hui, moi, je ne le fais pas. Alors dans 20 ans, encore moins. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et pour l'avenir de ton projet? Je souhaiterais que les gens, que le plus de personnes prennent conscience. Moi, c'est plutôt aux gens que j'aimerais souhaiter. J'aimerais souhaiter aux personnes de prendre conscience de ces choses-là et de ne pas hésiter à agir. Agissez, devenez meilleurs, et puis tout le monde se portera mieux, et puis la France guérira, je dirais. Parce que je pense qu'il s'agit d'une guérison à ce stade. La société peut guérir. J'en suis convaincu, mais ça demandera des efforts. Quels efforts? Des efforts de travail sur soi, premièrement. Le livre, il est là pour ça. Hein. Le livre, il est là pour faire déjà, premièrement, réaliser ces choses aux personnes, mais également à les élever, à les faire devenir des meilleurs hommes, des hommes de haute valeur, pour, par la suite, voilà, continuer professionnellement, spirituellement, etc. Mais déjà, rien que éveiller cette petite flamme, quoi. Voilà. Mais bon, il faut le déclic. Il faut le déclic. Un petit mot de fin? Le mot de fin, bah écoutez, je dirais, prenez soin de vous et de vos proches. Vous êtes les meilleurs.